Et on passe tout de suite la parole, puisque vous avez compris que mon rôle n'est pas drôle de rappeler les horaires, mais il faut que chacun puisse s'exprimer. Donc à Daria Rostirola, psychologue, anthropologue au centre Minkowska, qui va nous faire découvrir le printemps, je crois, un bouquet de fleurs. On verra. Merci. Bonjour. Donc, effectivement, le titre de mon intervention va s'inspirer d'une série d'événements imprévus qui se sont produits pendant les consultations cliniques que je mène au centre Minkowska. Donc, je vous parlerai de ces événements et de comment ils m'ont permis de repenser les modèles qui orientent mon intervention clinique. Donc, tout d'abord, pour vous situer très brièvement d'où je parle, donc, je prends inspiration par les consultations cliniques que je mène en tant que psychologue et anthropologue auprès du centre Françoise Minkowska, qui est un centre médico-psychologique qui se trouve dans le 17e arrondissement de Paris et qui reçoit un public de personnes dites migrantes et réfugiées. Le centre Minkowska aujourd'hui offre une offre de soins publics et nous sommes une équipe pluridisciplinaire et plurilingue. Donc, nous sommes des psychiatres, des psychologues, une assistante sociale, une infirmière qui s'occupe de la prise en charge de la douleur et une anthropologue médicale. Donc, nous accompagnons des enfants, des adolescents, des adultes, hommes et femmes, qui rencontrent des difficultés liées à des parcours d'exil ou à des situations relatives plutôt au processus d'acculturation. Ces personnes arrivent un jour au centre Minkowska avec des demandes diversifiées qui interrogent des dimensions comme la pauvreté, l'exclusion, l'errance, la non-reconnaissance. Elles se définissent souvent avec des langages ou des assignations qu'elles ont reçues souvent de la part des tiers. Donc, elles arrivent en consultation, elles disent par exemple, voilà, je suis déprimée, je suis traumatisée, exilée, migrante, à la rue, SDF, dublinée, mineurs étrangers isolés, demandeurs d'asile, débutés du droit d'asile, vulnérables. Mais qu'en est-il de leur vécu subjectif? Alors, quand je demande d'expliciter ces propos, les personnes que j'accompagne semblent avoir presque du mal à mettre du personnel dans l'impersonnel, comme si c'est derrière ces grandes étiquettes qui permettent aux personnes d'être reconnues et d'exister. Alors, je fais bien évidemment référence aux travaux de Sayad. Derrière ces étiquettes, c'est comme si la personne avait perdu le sens narratif de son existence, de sa souffrance d'elle-même. Donc ces étiquettes qui poussent à l'anonymisation sont emblématiques pour les sujets que nous accompagnons, ainsi que pour nous-mêmes, les professionnels de l'intervention psychosociale. Et je trouve que si on met en relation les vécus des personnes qu'on accompagne et les vécus des professionnels, on peut retrouver des enjeux en résonance entre eux. Donc, d'une part, les sujets qui arrivent au centre Minkowska, effectivement, exposent des souffrances liées à l'exil, aux violences meurtrières de notre époque, aux traitements inhumains qu'ils ont subis là-bas et ailleurs. Mais ils nous décrivent aussi une violence qui est la violence de l'ici et maintenant, qui, par son caractère peut-être moins visible, risque d'être aussi plus violente et fracassante. Donc je parle bien évidemment de toute la précarité dont on a déjà parlé ce matin, l'absence d'un logement, les barrières linguistiques, les procédures administratives longues et souvent implicites. Donc l'accumulation de toutes ces expériences qui va se situer bien évidemment entre le psychique et le social peut faire basculer les sujets dans des formes de souffrance, de malheur, de passivité impuissante et de perte de soi. Mais d'autre part, aussi, le professionnel se trouve, pour reprendre Élise Pestre, confronté à la survivance à divers degrés d'analyse. Donc, d'une part, il y a des effets, des contagions traumatiques qui nous exposent à des enjeux contre-transférentiels massifs. Mais de plus, nos pratiques professionnelles d'aujourd'hui vont se situer dans une politique
du trauma ou une collision potentielle entre le champ juridique, psychique, du médical et du social peuvent mettre à mal les cliniciens, les professionnels, dans ces possibilités d'exploration, d'accompagnement et de formulation d'hypothèses. Donc on peut se poser des questions pour les acteurs de la mondialisation, comment tenir face au dénuement, à la précarité, à l'exclusion, à l'accueil inattendu et pourtant résister. Et pour les professionnels de l'intervention clinique et psychosociale, comment aborder ces demandes dans leur complexité sans sacrifier la singularité du sujet. Alors bien évidemment, je n'ai pas des réponses exhaustives, mais j'ai plutôt des pistes de réflexion que j'aimerais bien partager avec vous à partir de ma pratique clinique. De ce fait, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être étonnée, presque dérangée, de quelque chose d'inattendu qui s'est produit pendant les consultations cliniques et qui m'a obligée à m'arrêter, à faire un pas de côté. Alors, ce pas de côté, on l'entend beaucoup dans cet atelier, et à faire aussi basculer ma pratique de terrain. Donc, je pense notamment à la situation de M. Charles, qui avait fui le Kenya pour des persécutions liées à son orientation homosexuelle. Donc Charles, un homme très mince, physiquement fragile, toujours avec son bonnet qui lui couvrait les yeux, avait, je reprends ces mots, découvert l'amour pour les hommes très jeune, à l'âge de 17 ans. Surpris un jour par les surveillants de son lycée, Charles se cache un jour jusqu'à arriver à être rattrapé par la police qui tuera son compagnon et le violentera sans qu'il puisse demander de l'aide à personne. La prise en charge est extrêmement fragmentée, en résonance avec sa fragmentation psychique. Mais Charles se présente un jour avec un bouquet de fleurs en me disant « Cela est pour toi, car tu as été là toujours alors qu'il n'y avait personne pour moi. » Je me souviens de la surprise que j'ai ressentie lorsque j'avais devant moi cet homme fragile qui parlait avec une voix toujours très basse et dont j'avais rarement croisé le regard, qui tout d'un coup, à un moment précis, s'adressait à moi avec ces gestes inattendus. Je pense aussi à Jenny, une jeune mineure étrangère isolée qui venait du nord du Mali et qui était une des nombreuses filles qui avaient fui un mariage avec un homme, elle disait, vieux et inconnu, dont elle avait eu un enfant et qu'elle voulait maintenant protéger du risque d'excision. Donc, débutée du droit d'asile, Jenny dormait à la rue avec sa fille. Et un jour, quelconque, Jenny, à la fin de la consultation, sort de son sac à dos un bracelet en cuir avec des petites perles bleues et roses. Elle me dit « Je l'ai fait avec mes mains pour toi. C'est comme un bracelet de chez moi. » Alors moi, habituée à partager avec le reste de l'équipe du centre tous les offres, les cadeaux qui me venaient de m'être offerts, j'ai reçu là quelque chose qui n'était pas du tout partageable et qu'elle m'offrait, tout en construisant un pont entre notre relation et son là-bas et ailleurs. Ou bien, je pense également à Saba, jeune journaliste et comédienne d'origine érythréenne. Saba, qui dénonçait les corruptions et les injustices subies de la part de son peuple, avait dû fuir le pays à cause des persécutions politiques. Pendant la traversée, sa fille, elle disait, était décédée de fatigue. Et un jour, à la fin d'une de nos séances, Saba m'avait offert un paquet de nouilles séchées au goût bœuf suprême, en me disant que, selon elle, c'était les meilleurs goûts. À nouveau, un cadeau, un geste, une pensée pour moi, qui provenait d'un sujet extrêmement fragile et démuni, et qui me mettait dans une compréhension et une acceptation difficiles. Donc j'ai été étonnée, et cet étonnement s'est présenté sous mes yeux comme un événement analyseur, c'est-à-dire un événement imprévisible qui produit tout d'un coup un effet de sens et qui fait éclater mes représentations et ma façon habituelle de penser et d'intervenir. Je trouve que ces gestes touchants et chargés d'affect, au-delà de leur spécificité que j'inscris bien évidemment dans la dynamique transféro-contre-transférentielle de chaque rencontre, mais sur laquelle je ne vais pas m'attarder, ont en commun le fait de mettre en discussion ce qui est normé ou prévu de la part de ces sujets.
Ils provenaient tous des sujets très démunis et psychiquement blessés qui, malgré tout, gardaient en eux quelque chose d'extrêmement vivant et digne et qui prenait à un moment donné droit de cité. Ces gestes humains déplacent, je trouve, les personnes en question d'une position d'usager ou des victimes impuissantes dans l'attente vers une position d'un sujet qui agit, qui choisit et qui décide d'occuper son temps de telle ou de telle manière, de mettre à côté des sous pour tel ou tel objectif. Donc c'est à partir de cet étonnement que nous pouvons extraire des considérations pour les sujets que nous accompagnons dans la clinique quotidienne, ainsi que pour notre intervention psychosociale. Donc pour ce qui concerne les personnes que nous recevons au Centre Minkowska, je trouve que la demande d'écoute des personnes migrantes et réfugiées risque souvent d'être réduite aux besoins élémentaires. Alors certainement, il y a le social qui pèse sur leur vie, mais ces personnes demandent, me semble, à être accompagnées à faire avec leur histoire. Il y a une demande latente d'accompagnement dans la dimension essentielle de l'activité humaine qui a pour but de produire du sens, pour reprendre une phrase de Jacqueline Barus-Michel. Donc, faire le point sur sa vie, faire le deuil des langues, des personnes, construire une flexibilité entre univers culturels et langagières différents, trouver l'essence d'une existence émaillée des mises à l'écart et des procédures à l'épreuve du soupçon, reconstruire un pouvoir d'agir face à des événements bouleversants. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les parcours singuliers et collectifs des sujets que nous recevons en consultation sont toujours kaléidoscopiques et sont composés donc de multiples facettes. Donc, certes, leurs trajectoires sont jalonnées de pertes de sens, de désarroi, d'événements fracassants, mais aussi de capacités d'action, d'éléments subversifs, des moments d'engagement, dans des contextes d'extrême vulnérabilité. Les personnes que nous recevons au Centre Minkowska nous montrent des capacités d'action, des capacités à patienter, à bricoler, à jongler avec le temps et les adversités dans un quotidien sûrement incertain. Donc il y a des micro-choix, des marges des manœuvres que les personnes mettent en place pour tenter de faire face et s'en sortir. Et je trouve que ces micro-choix sont mobilisés dans l'ordinaire pour tenter de vivre au mieux dans la violence du social. Donc il y a vraiment des désirs et des pulsions de vie qui demandent à être soutenus et reconnus. Pour ce qui concerne notre intervention en tant que professionnel de l'intervention psychosociale, je tiens à souligner 3 points. Donc, le premier point concerne les relations entre professionnels, notamment l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire et un travail en réseau avec les associations. Donc, il m'arrive fréquemment de présenter ce qu'on appelle des prises en charge en binôme avec ma collègue assistante sociale ou avec un psychiatre, afin de ne pas être tout de suite dans la réponse, mais analyser la complexité de la demande et progresser dans l'intervention sans jamais cliver le social du psychique et du médical. Ainsi, une action conjointe avec les associations du territoire et les autres institutions, il me semble aujourd'hui indispensable pour pouvoir avancer dans tous les projets de soins qu'on peut mettre en place au Centre Minkowska. C'est très limité si, une fois que la consultation est terminée, la personne qu'on a reçue en consultation, elle ne sait pas où manger, où se laver, où dormir, mais aussi s'il n'y a pas des espaces qui vont leur permettre de reconstruire doucement des liens et donc des lieux qui favorisent une réappropriation identitaire. Le deuxième point concerne le niveau institutionnel. Alors, des stratégies qu'on a pu mettre en place pour effectivement suspendre l'action et penser. Nous avons construit un dispositif qu'on appelle Mediacor, donc acronyme pour médiation, accueil et orientation de la demande. Donc 2 fois par semaine, l'équipe du Centre Minkowska s'est réunie en réunion d'équipe pour reprendre l'historique de la demande et mieux la clarifier,
la traiter en proposant soit une orientation en interne, soit une orientation en externe. Et ça nous permet de donner une réponse de soins dans un délai maximum de 3 semaines, ce qui nous semble un bon objectif. Mais ces réunions d'équipe ne servent pas uniquement à analyser les demandes que nous recevons, elles sont bien évidemment des espaces où on cherche de rester dans la complexité et ne pas tomber ni dans l'excès du psychologisme, ni dans celui d'une lecture qui resterait uniquement politique. Enfin, le troisième point concerne ma posture professionnelle. Alors, j'ai eu la chance, pendant ces années de travail clinique, d'intégrer un travail de thèse en anthropologie. Et donc, ce double regard anthropologique et clinique m'a permis de m'intéresser au plus près du vécu des acteurs et de considérer ce qui compte vraiment pour l'autre. Donc j'ai tenté le pari de la sous-interprétation pour m'éloigner de la surinterprétation et écouter les sujets vraiment à l'échelle intime. C'est de cette manière qu'une approche anthropologique du singulier qui s'intéresse à l'expérience du sujet en situation sociale a eu pour moi son mot à dire parce que ça m'a permis de faire un pas de côté et d'élargir ma grille de lecture. Conjointement, un travail de supervision et d'analyse de pratique. Cela a favorisé un travail psychique autour de mes affects, de psychologues, femmes, migrantes également, tout en me permettant de réduire mes projections, travailler mon décentrage et élaborer au mieux ma posture. J'ai pu avoir des retours de la part des personnes que j'accompagne qui m'ont dit « C'est ici que je me suis sentie pour la première fois reconnue en tant que personne ». Alors, ces retours me font penser que c'est le bon chemin à suivre pour une clinique qui veut résister au processus d'altérisation et se recentrer sur ce qui nous intéresse le plus, à savoir les sujets dans sa singularité. Alors, pour conclure, j'ai récemment découvert, peut-être d'autres personnes le connaissent déjà, Donc, j'ai découvert Donc, j'ai récemment découvert qu'au Japon, les kintsugi est l'art de réparer les céramiques brisées en coulant entre les fissures de la laque saupoudrée de poudre d'or. Donc, il s'agit d'un art qui offre une deuxième vie aux objets cassés et qui, à la place d'effacer les fêlures, les valorise pour animer d'une nouvelle manière l'objet maintenant restauré. Cela me semble une belle métaphore de l'accompagnement que je cherche de construire chaque jour, car comme les céramiques ne se brisent pas tous de la même manière, aussi les sujets que j'accompagne en consultation ne souffrent pas de la même manière et ne résistent pas de la même manière. Et donc il s'agit de permettre au sujet de se réapproprier de son histoire et de progresser vers un chemin de reconstruction tout en faisant avec les cicatrisations qui, comme dans le cas des céramiques brisées, peuvent apporter une valeur différente de celle qui existait précédemment. Je vous remercie.